Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, la fin de course de la Dream Team, un gang de braqueurs qui tombera en 2000 après l'attaque d'un fourgon blindé qui semblait pourtant infaillible. Ils transportaient la recette de Noël de Disneyland Paris et de plusieurs grandes surfaces. Le 26 décembre 2000, au lendemain de Noël, 2 fourgons blindés de la Brinks sont la cible d'une attaque minutieusement préparée. Elle se passe à Gentilly, à 2 pas de Paris et de son périphérique. En l'espace de quelques minutes, un commando d'une dizaine de braqueurs s'empare d'un butin de plusieurs millions de francs. Pour cela, ils n'hésitent pas à ouvrir le feu pour stopper le fourgon chargé de sacs de billets avant de l'encercler à l'aide de 2 véhicules dont un camion de déménagement et de le faire exploser pour en extraire sa cargaison. Un plan d'une précision quasi militaire, mais il s'est enrayé par la suite. La manière dont les braqueurs ont été retrouvés tient de l'invraisemblable grâce à un témoin amateur de grande vitesse. Pour en parler, mon invité est ancien membre de la brigade de répression du banditisme. Il a participé à cette enquête. Bonjour Jean-François Mogard. Bonjour. Vous êtes policier à la retraite, ancien chef du groupe de vol à main armée, membre de la BRB, la brigade de répression du banditisme. Le 26 décembre 2000, vous êtes appelés, vous et vos collègues, pour un braquage. Quels sont à ce moment-là les premiers éléments qui vous sont donnés ? Il s'avère que ces périodes festives, et nous sommes à l'heure des faits, on est appelé vers 14h. Nous sommes au restaurant puisque nous avons décidé de fêter gentiment les fêtes de fin d'année avec les collègues. Donc, bien entendu, branle-bas de combat. Branle-bas de combat, le repas est abrégé, hein. Un coup de sifflet, retentit et on part tous en direction de la scène de crime dans la foulée. À Gentilly, donc commune limitrophe de Paris, bordée par le périphérique sud. Qu'est-ce que vous découvrez en arrivant sur place ? Quand on arrive sur place, c'est une véritable scène de guerre, hein, puisque déjà le temps est gris, neigeux, c'est un temps de décembre, et l'odeur des camions qui ont été calcinés, les véhicules qui ont servi à bloquer le fourgon blindé, donc un temps gris, une odeur de âcre et puis une vision d'apocalypse, puisque là on va se rendre compte qu'il y a 2 véhicules, un véhicule de poids lourd de déménagement qui sert à bloquer le camion blindé à l'avant qui est en flammes, et ainsi que un véhicule 4x4 de marque Jeep Cherokee qui est en train de flamber également. Alors concrètement, comment s'y sont pris les braqueurs pour stopper ces fourgons blindés ? Donc en fait, il y a 2 blindés qui vont être concernés. Ces blindés se rendent au dépôt du CIC de Gentilly qui est situé non loin de l'avenue Paul Vaillant-Couturier. Donc ils récupèrent des fonds à destination de la Banque de France, et donc il doit y avoir une 50aine de sacs, puisque c'est le moment des fêtes. Il y a des grosses recettes, notamment de Disney, je me rappelle, il y avait des grands magasins, les recettes des grands magasins. Donc en fait, il y a un seul fourgon blindé qui va rentrer dans les lieux et chargé. Alors à cette époque-là, les sociétés de transport de fonds avaient décidé de mettre un 2e véhicule pour servir de leurre, hein, pour faire une espèce de poisson pilote. Finalement, les 2 véhicules blindés partent. Le premier véhicule leurre arrive en priorité sur le rond-point de la porte de Gentilly. Là, arrivent tous les malfaiteurs, un grand nombre de malfaiteurs se mettent à canarder le premier véhicule. Donc eux, ils enclenchent la première et ils dégagent. Donc en fait, ça n'intéressait pas du tout les braqueurs, on a bien compris. Eux, qui avaient finement observé la scène de chargement des fonds, vont bloquer le 2e blindé, celui qui est bien sûr chargé à mort. Ils vont mettre un véhicule bloquant devant
et donc le 4x4 Cherokee derrière. Ils l'encerclent en tenaille, quoi. En fait, c'est une tenaille, c'est largement pratiquée, et des individus vont s'extraire de divers véhicules et très rapidement vont placer des cales sous le fourgon blindé, une technique qu'ils avaient éprouvée par le passé, qui permet de rendre complètement immobile le fourgon et de pouvoir opérer dans la plus grande facilité. Ils sont combien au total, ces individus ? En fonction des témoignages recueillis sur place, en fonction du nombre de véhicules, puisqu'ils vont prendre la fuite avec 3 véhicules rapides, plus sûrement le personnage qui devait être en chouffe sur le centre-fort pour donner le top départ. Qu'est-ce que vous appelez en chouffe ? C'est du jargon de police. Je préfère expliquer à tout le monde. Tout à fait, c'est du jargon de police pour dire qu'il était en surveillance et c'était l'élément déclencheur qui devait donner le top départ quand le fourgon quittait le centre-fort. Donc on suppose entre 11 et 12 personnages. Donc une équipe bien constituée, chacun avec des rôles particuliers, des gens qui vont faire le guet pour éviter toute arrivée intempestive des services de police, des gens qui est destiné à bloquer le camion de façon définitive en apposant des cales, le spécialiste de l'explosif puisqu'il va apposer sur un des flancs du blindé ce qu'on appelle un cadre métallique. C'était à l'époque c'était ce qu'on appelait la technique du cadre, donc un cadre métallique relativement léger, composé d'une gorge creuse à l'arrière, dans laquelle était inséré un bourrelet d'explosifs, de la pentrite, du PEP 500, avec un détonateur et une mèche lente. Donc ils n'ont pas eu de mal à ouvrir le camion, quoi. On peut parler d'une ouverture propre, pratiquée de façon chirurgicale, puisqu'ils vont réussir à pratiquer une fenêtre de 1 mètre sur 80, quoi. Donc voilà. Et tout cela donc sans faire de blessés. Vous avez parlé tout à l'heure de tirs pour bloquer le fourgon, mais il n'y a pas eu de blessés donc. Il n'y a pas eu de blessés. La charge explosive était millimétrée puisque l'ouverture était hyper propre et aucun des convoyeurs n'a été blessé à l'intérieur. Et on retrouve effectivement plein d'étuis d'armes automatiques, du 7,62, donc c'est de la munition pour Kalachnikov. Certaines qui ont été tirées sur le premier camion brisque qui a pris rapidement la fuite, et également sur le deuxième puisqu'ils ont voulu signaler qu'ils étaient là et qu'il fallait stopper les machines. Donc une fois le fourgon désossé, en tout cas ouvert, ils chargent les sacs à bord d'autres véhicules et ils prennent la fuite. Tout à fait. Donc il faut savoir que le fourgon blindé qui est allé dans le dépôt de la CIC a récupéré 81 millions de francs de l'époque, ce qui doit correspondre à 6 millions 3 d'euros. C'est des sacs de billets, quoi. C'est des sacs de billets avec des liasses de 1000 billets. Voilà. Donc en fait, le butin est très très important, et donc ils vont faire des allers-retours entre le fourgon où se trouve la tirelire. Donc on appelle ça une tirelire. La tirelire en récupérant les sacs de billets au fur et à mesure et les amenant au véhicule destiné à prendre la fuite. Sauf qu'il y en a 50, ils vont faire des allers-retours, ils réussissent à en récupérer 25, mais comme le temps est compté et que ces opérations minutées, ils vont partir avec la moitié du préjudice, qui est quand même un préjudice de 20 millions, 21 millions de francs, qui est quand même un préjudice hyper important. Combien de temps dure au final l'attaque ? Quelques minutes. Entre la pose de l'explosif et la récupération des sacs, il doit y avoir 3-4 minutes. Donc on comprend que le braquage a été minutieusement préparé. Là tout de suite, qu'est-ce que vous dit votre instinct d'enquêteur, que c'est un gang d'ultra professionnels, quoi ? Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 2000, au milieu des années 90 jusqu'à 2000, on a eu des attaques à répétition de blindés, de centres forts, de dépôts, qui étaient attribuables à 2-3 équipes. Donc là, on se rend compte que, vu le professionnalisme, la célérité de ces assaillants, on comprend que c'est une grosse équipe qui a réalisé les faits. Et qui est déjà connue, on en reparlera un petit peu plus tard. Quand vous arrivez sur place, Jean-François Mogard, une scène de guerre, donc vous nous l'avez décrite, mais le commando a déjà pris la fuite, tandis que les véhicules, dont le camion de déménagement utilisé pour bloquer le fourgon blindé, ont été incendiés pour ne pas laisser de traces, finalement. Absolument, c'est la technique habituelle, et donc ils ont un engin incendiaire, soit un bidon d'essence, soit il y a moult possibilités, ça peut être qu'on appelle les machins rouges des SNCF, les flammes rouges. Voilà, ce qui se passe en général, c'est effectivement pour éviter la perdition d'un ADN ou autre élément, effectivement,
ils mettent le feu systématiquement au véhicule. Donc les malfrats prennent la fuite par l'autoroute A6 en direction du sud de la région parisienne, convoi de 3 voitures qui se fait presque passer en fait pour un convoi de police. Tout à fait. Alors c'est une échappatoire qui est habituelle, donc c'est des plaques police, gyrophares, ce qui permet, vu les véhicules en plus bon break et des gros véhicules sombres, passer pour des policiers, donc et qui permet donc de dégager de plus en plus rapidement. Les véhicules particuliers s'écartent pour laisser le passage. Oui, ils pensent que c'est la police ils en pensent intervention. Que c'est la police parce qu'effectivement ils ont des gyrophares. Oui, ils ont des gyrophares et eux-mêmes, les braqueurs sont habillés en combinaison d'intervention pour certains. D'autres sont plutôt en tenue de chasse ou style grosse parka avec jeans et chaussures de sécurité, mais ils sont tous cagoulés. Et donc effectivement, quand les riverains ou les automobilistes voient arriver ces convois, gyrophares, sirènes hurlantes, et donc ils sont à la fenêtre avec les armes automatiques. On se décale vite, quoi. Voilà, on se décale vite et on pense surtout avoir affaire à un service d'intervention de police, quoi. Jusqu'ici, le plan des malfaiteurs se déroule sans accroc, mais c'était sans compter sur la présence d'un jeune automobiliste piqué de curiosité. Il est un peu plus de 14 heures. Sur l'autoroute A6, à la sortie de Paris, un jeune homme de 27 ans teste sa nouvelle voiture de sport, une Subaru qu'il fait monter dans les tours quand il voit arriver dans son rétroviseur ce qu'il croit être un convoi de police. 3 véhicules qui le doublent à grande vitesse. À bord, des individus cagoulés et armés. Il n'en faut pas plus pour éveiller la curiosité du jeune automobiliste. Une occasion en or pour lui de voir ce que sa nouvelle voiture renferme sous le capot. Il décide donc de les suivre, sans se douter qu'il devient à ce moment-là un acteur majeur pour la suite de l'enquête. Jean-François Mogard, votre travail d'enquête est facilité, on peut le dire, par ce témoignage tombé du ciel, un automobiliste qui décide de suivre les braqueurs, mais en pensant en fait donc qu'il s'agit d'un convoi de police. Oui, tout à fait. Donc sur l'autoroute du Soleil, là circule un individu qui est dans une Ford puissante, qui se fait doubler par le convoi, par les 3 voitures, et qui est piqué un peu de fierté, donc il dit, il pense avoir affaire à un équipage du raid. Il est curieux, quoi. Il est curieux, il a un véhicule lui-même assez puissant, et il décide de prendre le pas du convoi, en se disant, je vais me mettre derrière pour voir comment je peux tenir cet équipage-là, quoi. Et effectivement, il va aller derrière le convoi. Le convoi qui est à l'approche de l'aérogare d'Orly, puisque finalement ils vont se rendre dans une commune très proche d'Orly, vont commencer à enlever leurs gyrophares, enlever les cagoules, parce que arrivant sur un site où ils doivent se replier, il n'est pas question de se faire remarquer. Donc en fait, le personnage en question va arriver jusqu'à un rond-point et puis il va voir que ces 3 véhicules empruntent une artère qui s'appelle le boulevard Alsace-Lorraine sur la commune de Paris-Veille-Poste. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Et à un rond-point, donc il va décider de décrocher parce que pour pas attirer l'attention, parce qu'il se rend compte que le véhicule Espace va se stationner devant le portail d'un pavillon et les 2 autres véhicules, donc l'Audi et la Golf, va s'arracher. Et il voit rentrer ce véhicule dans la cour intérieure de ce pavillon. Et lui, il voit ça en tournant le rond-point qui précède justement l'adresse en question, et puis il va s'arracher tranquillement. Ce témoin, comment va-t-il comprendre qu'il détient en fait une information extrêmement précieuse pour l'enquête ? Il va tranquillement rentrer chez lui, assez content de lui, fier d'avoir pu rester collé donc à cet équipage. Là, je vous rappelle donc qu'il est un peu plus de 14 heures quand ça se passe, et donc c'est 6 heures plus tard, ou au moins 5 heures plus tard, en regardant les informations de 20 heures, qu'il va se rendre compte qu'en fait que les 3 véhicules qui sont impliqués donc dans le braquage sont les véhicules en fait qu'il a lui-même suivis. Donc et là ça fait tilt dans sa tête. Et ça fait tilt dans sa tête. Alors
Je pense pas que son attitude était guidée par un civisme absolu, mais je pense que c'est toujours pareil, toujours dans sa curiosité, dans sa soif de l'événementiel, ou de l'événement plutôt. Il va passer un coup de téléphone, une cabine téléphonique au commissariat d'Athis-Mons en expliquant qu'il est témoin visuel d'une fuite en avant de véhicules concernés par le braquage. Parce que vous, à ce moment-là, vous n'avez pas plus de pistes que ça? Non, on n'a pas de piste du tout. Donc on va réfléchir, hein, parce que bon, là on est juste dans la flagrance, hein, on est dans l'observation dans le recueil, on recueille toutes les munitions, on fait le travail habituel d'un atelier. On n'échafaude pas encore des pistes sur des équipes probables. Sauf que ce coup de téléphone, donc le commissariat d'Athis-Mons va nous appeler. Ils vont récupérer cet individu qui est donc dans une cabine téléphonique, hein, puisqu'ils se rendent compte quand même de l'importance du témoignage, et ils vont nous le mettre à disposition. Donc là, il vous donne l'adresse exacte, l'endroit où les braqueurs l'ont conduit sans le savoir. Tout à fait. Et donc, les premières recherches effectuées donc, à partir de l'adresse. Donc, à cette adresse-là, il y a un portail. Et dans cette adresse-là, il y a une partie à gauche qui est un pavillon résidentiel. Et puis, au fond de la cour, une espèce d'appentis qui sert d'atelier. Et les vérifications faites sur l'atelier ressortent à un nom qu'on connaît bien, puisque c'était un personnage qui rendait des services, une sorte de logisticien qui pouvait louer des appartements, qui pouvait fournir une aide matérielle, mais sans être bien sûr impliqué dans le... Donc quand là, l'étau se resserre, et là, il faut décider d'un plan d'action assez rapidement. Ah oui, alors là, l'étau se resserre parce qu'on sait que quand on voit ce nom-là, on comprend de suite à quelle équipe on a affaire. Hein. Donc une équipe dont on n'avait plus de nouvelles depuis un petit moment, puisque de 2 ans auparavant, on avait serré donc une partie de l'équipe. Qu'on appelle donc la Dream Team, voilà, la fameuse Dream Team. C'est la fameuse Dream Team. Et donc, on se rend compte que, en fait, que la Dream Team est repassée à l'action. Donc là, il n'y a pas 50 solutions. Plusieurs heures se sont écoulées. Les véhicules qui ont été impliqués dans le braquage sont plus là. Donc on se dit c'est pas la peine de planquer, de rester, parce que on a trop de retard, quoi. Donc il faut agir très vite. Il faut agir très vite. Et donc là il est décidé de crever l'abcès, hein, de taper l'objectif, hein, et ceci à l'heure du laitier le lendemain matin. Est-ce qu'il y a des heures légales pour bien sûr, donc c'est à 6h du matin et 21h. Donc là à 6h du matin on décide avec les effectifs de la BRI de donner l'assaut. Là, dans votre tête, vous vous attendez à quoi? À quel genre d'intervention? On ne sait pas d'abord s'il y a des personnes qui s'y restent, puisque vous dites, vu le délai qui s'est écoulé entre la commission des faits et les vérifications qu'on a pu effectuer, on ne sait pas si on va trouver personne. Dans notre esprit, on espère retrouver peut-être une cagoule, un élément probant. Et pour vous, il n'y a peut-être plus personne. Pour nous, on pense qu'il n'y a plus personne. On pense qu'ils ont pris la tangente. Mais on se dit qu'il faut absolument crever ce point pour éventuellement récupérer de l'ADN, un élément probant, quelque chose qui a été oublié. Voilà. Et donc, en fait, il y a une opération simultanée qui va être opérée. Donc, des collègues qui vont s'occuper du pavillon, donc des gens qui vont être réveillés. Donc, un couple qui a rien à voir du tout avec l'appentis. Hein. C'est 2 locations complètement séparées. Mais sur le même terrain. Sur le même terrain. C'est pour ça. Et en même temps, une équipe qui va s'occuper de l'ouverture de la porte de l'appentis. Donc je vous rappelle, c'est 6h du matin, c'est nuit noire, c'est le mois de décembre, donc tout explose en même temps. Et là, on va avoir une surprise extraordinaire. Quand on rentre dans le machin, on se rend compte qu'effectivement, on va trouver 4 personnages. 4 personnages qu'on connaît, hein, qui font partie intégrante de la Dream Team, qui sont couchés, qui sont à peine, donc ils sont frappés de sidération parce qu'ils nous voient débarquer alors qu'ils sont en plein sommeil, hein, et qui sont alors, ce qui est un peu amusant pour l'anecdote, ils sont soit endormis sur leur sac de billets, soit comme oreillers, oui, comme oreillers, ou alors comme couette, ils les ont au pied, des sacs de billets. Et alors avec je me rappelle un détail croustillant, il y a un certain nombre de sacs qui sont même percés avec des éclats et avec des espèces de copeaux du blindage du fourgon qui sont fichés dans les sacs de billets. Ils sont assez tels quels. Voilà, tels quels. Donc on va arrêter 4 personnages qui sont là. Ils se laissent faire ?
Ils comprennent, vu l'intervention et la rapidité, et puis les tenues, ils comprennent bien que c'est un service d'intervention de la police ils n'auront qu'une réaction virulente et ils vont se laisser menotter. Là, c'est du pain béni pour vous de mettre la main sur ces individus et tous les indices en fait qui vont avec. Alors, non seulement c'était pratiquement rêvé de pouvoir trouver encore des personnes sur place, et en plus on retrouve tous les éléments les impliquant, c'est-à-dire qu'on retrouve des cantines d'armes, mais quelque chose de fabuleux, quoi. On retrouve des pistolets automatiques, on retrouve des armes de poing, on retrouve des gilets tactiques, on retrouve des gyrophares, on retrouve des brassards police, voilà. Donc, et la totalité du butin ? Et non, et pas la totalité du butin, on va retrouver à peu près 17 millions de francs. Je crois, de mémoire. Hein. Je crois qu'il n'y a pas les 20 millions. Je crois que c'est 17 millions de francs. On suppose déjà qu'il y en a 4 de plus, au minimum, puisque ça fait pratiquement la moitié du butin, sachant que peut-être certains ne prennent pas autant que d'autres, certains ont des rôles un peu mineurs, voilà. Donc, qui nous confirme qu'on approche de la dizaine d'individus, quoi. Au moins de la dizaine d'individus. Donc là, vous avez 4 personnes quasiment en flagrant délit, difficile de contester les faits. Ça veut dire qu'il en reste peut-être 6, voire plus dans la nature. Comment on s'y prend pour les retrouver ? Tout à fait. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est lors de la perquisition dans ce local, on va se rendre compte qu'après les faits, pour décompresser, et puis peut-être un peu plus tard dans la soirée, au moment du repas, ils sont tous restés sur place. Enfin, au moins une partie est restée sur place et on casse-croûtait, quoi. On fera une collation. On va retrouver des gobelets, on va trouver des bouteilles de bière, on va retrouver un emballage sous vide contenant des crevettes, je me souviens. Et donc ça, très important pour nous, parce que qui dit gobelet, bouteille de bière, consommation, c'est porté aux lèvres, donc c'est susceptible de recéler de l'ADN. Et donc, là, vous en retrouvez. Et les ADN vont nous mettre en évidence 4-5 personnages. Tous seront traduits en justice avec des peines plus ou moins élevées. Voilà, donc grosso modo, surtout les quatre principaux, c'est ceux qui sont récupérés sur place, et ensuite des peines un peu moins importantes pour d'autres, donc qui figurent sur les ADN relève de repas, qui sont pas le canal historique donc de la Dream Team. Et on aura 13 personnes quand même qui vont être renvoyées à la cour d'assises de Paris, 8 qui vont pas faire appel, et puis 3 qui feront appel, ça passera à Évry, 2 acquittés et 1 dont la peine sera confirmée à 9 ans. Et donc 12 et 13 ans de prison pour les 4 qui sont retrouvés sur place. Et le reste du butin qu'on n'a pas retrouvé, il est où ? Donc évaporé, donc c'est ce qu'on appelle le trésor de guerre. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que sur cette affaire, la police a eu de la chance ? Ah oui, sur cette affaire-là, mais c'est de la chance qui je trouve, est méritée, parce qu'il y a eu un travail tellement colossal qui a été fait sur cette équipe. Un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce du destin qui, à un moment justement où on pensait plus avoir affaire à eux, puisqu'on a travaillé sur eux pendant des années, sur plusieurs faits sur lesquels on les pressentait, sur lesquels on n'a pas pu les accrocher. La masse d'efforts, de filature, d'écoute, le travail d'arrache-pied qu'on a fait sur eux, on désespérait de faire cette équipe-là. Et finalement, un coup du destin en 2000, alors qu'on n'avait plus de nouvelles d'eux, un coup du destin nous permet de mettre fin, parce que ça a été la fin de la Dream Team. Jean-François Maugard, merci pour ce témoignage passionnant. Mais je vous en prie. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'appli Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.